Le débrief de l'actu, ça démarre dans Smart Tech avec Alain Staron, cofondateur d'Artifil et son regard disruptif. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Et nous sommes également avec Julien Pillot. J'espère que la connexion fonctionne. Économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC Groupe Omnes Éducation. Bonjour Julien. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? Bonjour Delphine, ça fonctionne. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement en plateau avec vous. Bon, nous, on ne vous entend pas très bien en revanche. Donc, on va voir, peut-être qu'on va passer en mode téléphone à l'ancienne. Le premier sujet que je voulais commenter avec vous, c'était cette idée de créer un institut français du métavers. Est-ce que vous me dites excellente nouvelle ou alors non, vraiment, mais c'est n'importe quoi, il faut arrêter là. Alors ni l'un ni l'autre. Non, j'ai envie de dire... wait and see. Vous demandez à des gens dont le métier est de faire des instituts ce qu'ils pensent du métavers, ils proposent un institut. Enfin, malheureusement. Et si vous regardez comment se développe le métavers, il ne se développe pas sur la base d'instituts. J'ai peur que l'institut arrive un peu en avance de phase. Alors, on donne souvent l'IRCAM comme modèle. C'est ce qui est recommandé par le rapport. Mais c'est un rapport fait par des gens qui commandité par le ministère de la Culture et de la Transition numérique au début de l'année. Et ils disent effectivement il y a un modèle qui fonctionne bien, c'est l'IRCAM avec cette collaboration entre les chercheurs et les artistes. Oui. Et on travaille sur les arts immersifs, on peut le faire au sein d'un institut. Mon premier sujet, c'est est-ce qu'on va réussir à faire des métavers européens? Et l'Institut ne va rien apporter là-dessus. L'Institut, il est très bien pour cadrer de la créativité, de la création, sur des systèmes, sur des plateformes qui commencent à être un tout petit peu mûres. Là, on sait qu'il y a encore 10 ans avant d'avoir un métavers digne de ce nom, avec une expérience qui intéresse les gens. C'est Zuckerberg qui le dit, le patron de Meta. Donc, s'il faut encore 10 ans pour avoir quelque chose de crédible et d'utilisable, la création avant, c'est comme si on demandait, on disait, on va s'intéresser à la peinture, mais pour l'instant, on n'a que le noir et blanc. Alors, Julien Pillot, ce sera par téléphone, je crois qu'on va vous faire réagir. Julien, vous, quel est votre regard sur l'idée de créer un institut français du métavers? J'ai un sentiment assez mitigé. Il y a des points que je trouve très intéressants et des dimensions que je trouve un peu plus étonnantes dans cette proposition. Mais la première réaction à chaud que j'ai eue, c'est que j'ai vu que c'était un espèce de fourre-tout qui est destiné, en fait, pour l'instant, à ne fermer surtout aucune porte. Dans ce rapport, on trouve de tout. On trouve des avatars, on parle des jumeaux numériques, des cryptoactifs, casques de réalité virtuelle, combinaisons haptiques. En fait, on a l'impression qu'on a une espèce d'inventaire à la Prévert qui consiste à dire, OK, on est sur un état des lieux qui nous permet de voir à peu près ce qui se passe à la fois sur le côté hardware et sur le côté software. On ne se ferme aucune porte, mais pour l'instant, on en reste à un état très descriptif sans aller vraiment dans le côté plus opérationnel et surtout sur la priorisation des enjeux stratégiques. Voilà, là c'est la première réaction à chaud que je peux avoir, et puis après on peut éventuellement rentrer dans le détail, Delphine, si vous voulez. Alors, après, il y a quand même la question de ne pas arriver trop tard, de travailler quand même pour trouver... La recherche, c'est important pour trouver des pistes sur ce que va devenir ce métavers, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, inciter la recherche, c'est plutôt une bonne chose, de se dire, pour une fois, on va essayer d'être en avance de phase, Julien. Ce n'est pas un chercheur qui dira le contraire. Et l'une des dimensions que je trouve particulièrement intéressante dans ce rapport, c'est son ouverture clairement pluridisciplinaire. On est face à un rapport qui comprend que pour pouvoir éventuellement faire quelque chose d'efficient et stratégique dans le métavers, on aura besoin pas uniquement d'ingénieurs et de data scientists, mais on aura besoin de tout un tas de disciplines complémentaires telles que l'économie, telles que la psychologie, les neurosciences, la sociologie. Et ça, c'est un vrai point fort de ce rapport. Et on sent d'ailleurs derrière ce rapport qu'il est marqué d'une espèce de réminiscence d'un traumatisme qui reste très très fort et qui hante encore aujourd'hui le régulateur. C'est le côté... On n'a pas réussi à créer un champion européen ou français de l'Internet 2.0 et on n'aimerait pas effectivement prendre du retard à ce niveau-là dans le Web 3.0. Et de l'autre, on a aussi échoué à créer pour l'instant un vrai cloud souverain au niveau européen qui sont en capacité justement d'assurer la souveraineté stratégique des données des citoyens européens et également des institutions européennes. Oui, et on sent que ce rapport... Ça, c'est vrai. On est traumatisé, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse à un traumatisme d'innovation. On pêche par déficit d'innovation parce qu'on ne sait pas la gérer, c'est pas un commande d'innovateur. Je pense que la France et l'Europe est largement au niveau de la Chine d'une part et des États-Unis de l'autre. Le sujet, c'est toute la chaîne pour arriver d'une idée, pour partir d'une idée, d'arriver à une création de quelque chose
d'au moins européen, et pas tout petit. Bon, deuxième actu du débrief. On va parler de Netflix, et puis là, ça y est, l'arrivée d'un abonnement avec la publicité. Quel est l'intérêt ? C'est qu'on va le payer moins cher, ce sera un abonnement à 6 €, mais on va quand même payer, et en plus, avoir des publicités qui vont arriver pendant qu'on regarde des séries, des films. Alain, est-ce que vous pensez que ça peut marcher, cette formule ? Pour le coup, c'est un vrai sujet très compliqué sur lequel on n'a pas la réponse. Il va falloir attendre de voir. Pour voir les grandes masses, Netflix, aujourd'hui, c'est 10 millions d'abonnés en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand est-ce qu'ils ont dépassé Canal. C'était il y a 3 ans. Oui, je parle de 3 ans. Ça va très très vite. Ouais. Ça va très très vite. Et aujourd'hui, en termes d'audience, déjà en 2019, en termes d'audience, Netflix, c'était France 5. Donc, il faut arrêter de séparer le streaming de la chaîne, des chaînes de télé, c'est pareil. C'est bien mélangé. Bien. Donc, c'est très gros, ça a une vraie place. Maintenant, ils ont 10 millions d'abonnés foyers sur 23 millions, donc 40% de pénétration. Ils disent, on baisse les prix, donc on va augmenter notre pénétration. Je ne sais pas où est le plafond de verre, mais on n'a jamais vu un pays avec 100% d'abonnés à n'importe quel système que ce soit. Donc, on connaît bien l'élasticité au prix, elle a forcément une limite. C'était des marchés au prix. Hein. Donc 6 €, c'est moins cher, parce que ça va se déployer beaucoup. Mais 6 €, c'est le prix aussi de lancement, je crois, de Disney et des concurrents. Parce que là, en fait, Netflix a peur de la concurrence qui arrive. C'est plus le petit dernier que tout le monde chérit. Quand on regarde alors Netflix, 28% de part de marché, Amazon Prime, 24%, Netflix stable, Amazon Prime baisse. Et effectivement, Disney, qui est à 19%, monte. Et Canal, est à 9%. Bon, donc c'est bien loin derrière. Oui. Après, je baisse le prix, je mets de la pub, et la question, ça va intéresser qui ? On a déjà 10 millions de gens. Est-ce qu'ils sont... Alors, en gros, la question, c'est je peux économiser 36 € par an. Si je suis un foyer qui a besoin d'économiser 36 € par an, est-ce que je suis dans la cible des clients potentiels, des annonceurs ? Donc, la vraie question, c'est est-ce qu'un annonceur va arriver à venir sur Netflix au début ? Forcément, parce que c'est Netflix. Mais si c'est pour des plus petits annonceurs aussi, peut-être. Ouais, sauf qu'à 49 € le coût au 1000, on est à des années-lumière de ce qui se passe sur les chaînes thématiques. Hein. Donc, c'est extrêmement cher, c'est très quali. C'est, en revanche, dans l'autre sens, les jeunes ne sont plus à la télé. Les jeunes sont devant Netflix. C'est 30%, 32% des 15-24. Sauf que les 15-24, ils n'ont pas de pouvoir d'achat encore. Donc, je pense que c'est un sujet extrêmement compliqué. Je ne suis pas du tout sûr que l'équation économique y soit, aussi bien en termes de croissance d'abonnés, parce qu'ils sont déjà très hauts, qu'en termes de développement de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, il faudrait qu'ils fassent, pour compenser à 60% de conversion, il faudrait qu'ils fassent autant de chiffre d'affaires que le groupe France Télévisions. Julien Pillot, une réaction là-dessus sur cette baisse des prix chez Netflix, mais qui, en contrepartie, impose quand même d'avoir de la publicité, des coupures publicitaires. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? C'est un bon modèle ? Alors déjà, juste pour compléter les propos d'Alain, les plus jeunes, donc les 15-24, ne sont déjà plus devant Netflix. Il y a des études récentes qui tendent à démontrer qu'ils ont substitué Netflix à d'autres formes de divertissement audiovisuel, et notamment les réels sur Instagram ou les vidéos courtes sur TikTok. Donc là, c'était pour la parenthèse. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Netflix a un vrai problème stratégique. Contrairement à ses grands concurrents sur le marché du streaming, Netflix n'est pas diversifié. Donc il tire tous ses revenus de sa capacité à attirer des abonnés et à les monétiser, que ce soit directement par des abonnements ou de façon indirecte maintenant à travers de la publicité. Il va se poser exactement la question que posait Alain à l'instant, c'est-à-dire quelle est la capacité à Netflix de pouvoir attirer des annonceurs par rapport à sa cible de clientèle fidèle. Et il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que Netflix est aujourd'hui dans l'urgence. Il y a ce côté absence de diversification, pression concurrentielle qui est très forte, mais il y a aussi une augmentation des coûts, notamment les coûts de création de contenus originaux qui ont tendance à exploser. On a dépassé la barre des 20 milliards de dollars annuels quand il y a 10 ans en arrière, on était plutôt aux alentours de 7-8 milliards. Donc vous voyez, il y a une inflation très forte à ce niveau-là. Le coût de l'énergie, qui est un centre de coût très important pour les acteurs du streaming, parce qu'il faut alimenter des gros serveurs distants, lui aussi a tendance à augmenter. Et en fait, tout ça crée un espèce d'effet de ciseau si vous n'êtes pas capable de mieux monétiser votre base d'abonnés. Donc aujourd'hui, on a cette problématique-là. Et une dernière problématique qui se pose aussi du côté de Netflix, c'est que Netflix a alimenté sa croissance sur les marchés étrangers. Mais les marchés étrangers, il ne vous aura pas échappé qu'ils ne payent pas leurs abonnements en dollars.
Or, aujourd'hui, avec un dollar très fort, Netflix perd en compétitivité au niveau du taux de change, ce qui fait que chaque abonné que Netflix gagne ou conserve à l'extérieur des États-Unis d'Amérique est un abonné qui lui est moins rentable du fait de ce dollar fort qui implique un taux de change qui lui est défavorable aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons-là, Netflix est obligé de bouger et très vite. Obligé de bouger, mais est-ce que ce sera la bonne formule? Et du côté des annonceurs, ça c'est ce que j'entends de ce que vous me dites, et du côté des utilisateurs, c'est pas gagné non plus. On passe à l'autre actu du débrief. On va parler d'Amazon cette fois. Amazon qui se lance, ça y est, vraiment dans le paiement par paume de la main. Alors, donc c'est une reconnaissance biométrique, ça va être très rapide. La première fois, il faut juste avoir un lecteur dédié dans le magasin. La première fois, on se connecte sur ce terminal de paiement avec son numéro de téléphone ou son abonnement Amazon. Ensuite, on insère sa carte bancaire, puis on fait identifier la paume de sa main, donc reconnaissance biométrique. Ça, c'est pour la première fois. Visiblement, ça prend 1 minute. Et ensuite, quand on retourne dans ce magasin avec cette borne de paiement, eh bien, il suffit de passer devant cette borne et de passer la main dessus pour que le paiement s'enclenche. Donc c'est hyper rapide, c'est plus rapide que le sans contact avec son téléphone et sa carte bancaire. Vous vous dites génial ou au secours? Plutôt génial. En fait, plutôt génial. La oui. biométrie, ça vous fait pas peur, vous? Non, parce que c'est l'air du... Enfin, on y va. Enfin, Ouais. Aujourd'hui, vous passez à la frontière, vous ne montrez plus rien. Enfin, à Dubaï depuis longtemps, à Roissy maintenant. Enfin, c'est... Enfin, ce sont des autorités, on n'est pas dans un petit magasin de quartier. Oui, mais quelque part, c'est très bien d'avoir des innovations qui ne servent pas qu'à l'autorité, qui puissent se répandre partout. C'est comme ça qu'elles doivent être encore plus efficaces. Les Indiens ont biométrisé 100% des pupilles des Indiens. Et c'est intéressant, c'est sur 1,5 milliard d'Indiens, il y a moins de 10 doublons. Parce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des doublons quand même. Oui. Il y en a quand même quelques-uns, mais il y en a très très peu. Donc la paume, je trouve ça top. J'ai pas besoin de mettre ma tête devant. Enfin, Chercher mon téléphone. En termes d'expérience utilisateur, c'est top. Et c'est pas étonnant que ce soit Amazon qui a fait Amazon Go. Amazon, c'est l'achat en un clic. C'est l'inventeur voilà. de l'achat en un clic. Moi, je trouve ça extrêmement, je trouve ça très très bien. Après, il faut évidemment toutes les précautions d'usage. Mais on ne peut pas ne pas y aller. Donc là, ça va démarrer aux États-Unis. Ça s'appelle Amazon One. Ce sera dans les commerces du stade de foot américain de Seattle. Donc c'est là où il y a beaucoup de monde. On n'a pas le temps et c'est vrai que ça apporte un plus en termes de fluidité quand il y a du monde. Julien Pillot, votre regard là-dessus, sur l'arrivée de la biométrie qui se banalise complètement finalement? Absolument. Alors moi, je ne serais pas du côté génial, mais je ne serais pas du côté au secours non plus. Je vais essayer d'être un tout petit peu plus nuancé, mais effectivement, il y a des problématiques d'intrusivité qui vont se poser parce qu'on parle de données qui sont ultra sensibles. Les données biométriques, c'est l'intimité de l'individu. Et puis, on se souvient aussi qu'en matière de cybersécurité, Amazon a démontré quelques faiblesses en fait déjà par le passé. On se souvient de Bob Diachenko, ce chercheur de Security Discovery, qui en mars 2020 avait révélé qu'une base de données d'Amazon Web Services avait été disponible pendant plusieurs jours sur le web et avait pu être exploitée par des intérêts tiers et parfois malveillants. Mais si je dois quand même ajouter un petit bémol à ce premier constat qui n'est pas très très reluisant, c'est déjà d'une part, en France, on a la CNIL, et la CNIL veille au grain. Et aujourd'hui, l'utilisation de données biométriques, pour être autorisée, elle doit faire l'objet d'une justification très solide de la part des acteurs qui entendent les utiliser. Il n'est pas sûr que la question de paiement sans contact soit une justification très solide aux yeux de la CNIL. Il y a aussi le Digital Services Act, dont on a déjà parlé sur votre antenne, Delphine, qui va accorder une surveillance vraiment accrue aux acteurs du numérique et qui pourrait donner, le cas échéant, un arsenal complémentaire pour le législateur si jamais il y avait des utilisations qui étaient bien peu parcimonieuses de données très très sensibles. En revanche, effectivement, là où je rejoins Alain, c'est qu'il y a quand même un point fort lié à cette technologie et à son déploiement, c'est qu'il y a tout un tas d'endroits où il faut encore fluidifier les paiements pour aller plus vite, parce qu'il y a des phénomènes de congestion. Et cette ultra-rapidité, pour moi, elle est vraiment adaptée à des lieux de massification des transactions. Il n'est pas étonnant que les premières expériences aux États-Unis se situent dans ce type de lieu, c'est-à-dire dans les stades, dans les salles de concert, dans la grande surface alimentaire, parce que ce sont des endroits où, effectivement, il y a des phénomènes de congestion qui créent des inefficiences. Et là, on peut avoir une bonne réponse. Si l'usage fait ses preuves et rencontre vraiment une demande des utilisateurs, ça va cartonner. S'il y a des premiers problèmes de sécurité, là, tout va s'arrêter. Tout est dans l'exécution. Dernière grande actu sur laquelle je voulais vous faire réagir.
C'est un parti pirate qui est dirigé par une IA, c'est-à-dire qu'on a Leder Lars qui est à la tête, donc c'est une intelligence artificielle qui est à la tête d'un parti qui s'appelle le Parti Synthétique. En fait, c'est un parti politique qui se positionne surtout pour tous ceux qui ne votent pas, pour mobiliser la société autour des questions de la place de l'intelligence artificielle, comment vivre et travailler demain avec des IA. C'est mené par un collectif d'artistes, Computer Labs, mais a priori, il n'y aura pas de bulletin de vote quand même pour ce parti aux élections au Danemark. Que pensez-vous de cette initiative? Parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi pas finalement, non? Une IA pour faire des propositions à un parti politique. Ce que je trouve très malin, c'est le côté je vais prendre les 20% de gens qui ne votent pas. Ouais. Donc, ça, c'est à la Coluche, en fait. C'est une initiative qu'on peut rapprocher de cette époque-là. Oui, sauf que c'est l'opposé de Coluche qui était incisive, verticale. Là, c'est horizontal. C'est-à-dire, je collecte tout ce qui ne va pas, enfin, tout ce qui les demandes des gens qui sont frustrés, qui sont dégoûtés, d'ailleurs, qui ne vont pas voter. Et j'essaie d'en construire un modèle. Donc, l'IA est pas mal pour rassembler et construire. Après le modèle, l'IA, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, oui. Une des premières propositions, c'est je fais un salaire minimum universel à 2 fois le salaire médian danois. Ouais, bah moi je vote pour. Donc on voit bien qu'il manque un certain nombre de choses. Ça va évoluer. Je pense que ça va mettre énormément de temps avant d'être crédible. Enfin, ça va faire du populisme. C'est très facile de proposer des trucs qui ne sont pas étayés, qui ne sont pas réalisables, puisque l'IA n'a pas intégré l'ensemble des problématiques pour faire une conduite politique. Après, ce qui est perturbant dans ce que j'ai lu, c'est que les gars, ils vont au bout de l'exercice, ils arrivent à avoir un programme qui était un peu la route. Il y aura peut-être des experts derrière pour ficeler un peu le truc. Mais après, donc, on va pas voter évidemment pour Non, l'IA. ils se présentent pas vraiment. Non, mais on va voter pour des individus qui se décrivent comme étant des médiums pour l'IA. C'est un peu la petite Delphes. Ouais. Et là, je sais pas où on va. Des individus qui seront dans le métaverse. Ou pas, mais ou pas. Si on vit tous dans le métaverse. Non, mais c'est des gens qui diront, moi, je ne suis rien. On votera pour un clown. Je ne suis que le représentant d'une intelligence supérieure. C'est la même intelligence. Mais c'est vrai que ça veut dire que finalement, on se dit, l'homme est défaillant, pourquoi pas parier sur des IA. Sauf que on va faire réagir Julien quand même. Ouais. Excuse-moi, Julien. Aucun problème. Moi, en fait, ça m'a fait penser à Tangview. Vous savez, cette entreprise chinoise qui s'appelle NetDragon Watchsoft, qui a récemment déclaré qu'elle avait placé une IA à la tête de l'entreprise. Alors, dans le cas de l'entreprise, ensuite je reviendrai sur le cas du parti, mais dans le cas de l'entreprise, on voit l'utilité potentielle, en fait, d'une IA qui peut prendre des décisions, qui gagnerait en efficience, en rapidité, en rationalité, qui pourrait compiler l'ensemble des données d'un problème complexe, pour chercher à réconcilier finalement à la fois les décisions managériales et stratégiques avec les objectifs réels de l'entreprise. Mais on voit aussi dans le cas de l'entreprise se dessiner certaines dérives en fait, notamment en matière de ressources humaines, discrimination à l'embauche, mais aussi le fait de prendre des décisions qui soient complètement déconnectées des aspects humains du problème. Vous savez, ces systèmes de valeurs qui n'ont parfois rien de rationnel quand on les interprète de façon mécanique, mais qui participent d'une certaine façon à la performance de long terme de l'entreprise et à sa culture. Maintenant, le cas du parti politique, je crois que en fait, on est allé encore plus loin dans ce qui, pour l'instant, me fait plutôt penser à une vaste blague, parce qu'effectivement, comme l'a dit Alain, on a une espèce de magma de décision qui ressemble à une espèce de fourre-tout, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de demander à une IA d'interroger la cohérence totale, ni l'efficience totale du système. Et pour l'instant, les échos qui me reviennent, c'est que les électeurs ne s'y trompent pas vraiment, parce qu'il y a très peu de signatures vous savez que là-bas, pour pouvoir se présenter, il faut un certain nombre de signatures. Je crois que c'est 20 000 signatures pour pouvoir se présenter. Bon, pour l'instant, on en est très très loin de ce nombre de signatures, à ma connaissance. Et ça me fait penser que on a quand même un vrai besoin d'incarnation, en fait. Et que ce soit dans la politique ou dans le business. Et pour l'instant, ces IA ne répondent pas à ce besoin d'incarnation. Bon, puis derrière les IA, il y a des hommes de toute façon. On passe à vos actus, parce que là, on court après le temps quand même. Vous aviez remarqué cette semaine une actu en particulier, Alain ? Oui, l'annonce de la création d'une mine de lithium en France. Oui. Et là, c'est une vraie question majeure à poser. Le lithium, on en a besoin. On a besoin pour des voitures électriques, mais la mine, ça pollue. Et la voiture électrique, ça pollue aussi un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On interdit les voitures thermiques parce que ça pollue pour mettre des voitures électriques. Mais pour les voitures électriques, il faut des mines de lithium et donc il faut faire du lithium. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai débat posé aux écologistes. Donc, moi, je me garderais bien de répondre. Et je dis simplement, il va falloir se déterminer. On ne peut pas juste être contre tout.
Donc moi, je trouve ce truc est bien posé et j'aimerais bien que l'ensemble des écologistes de la Terre se déclarent, mais avec toutes les conséquences que ça veut dire. Votre actu, Julien, cette semaine? Choisir la même câlin, mais en fait, je vais parler de TikTok. En fait, on a eu une conférence qui a été organisée par Fortune et dans laquelle le vice-président de Google Search a lâché vraiment une petite bombe. Il faut se figurer que 40% des jeunes Américains n'utilisent déjà plus les moteurs de recherche traditionnels, tels que Google, Bing, Yahoo, etc., pour faire des recherches locales et sociales. Alors, en fait, pour nous, pour notre génération, on a pourtant un réflexe quasiment pavlovien. Quand on cherche un restaurant, une boîte de nuit, un bar sympa, une escape game, peu importe, on va chercher sur notre moteur de recherche les informations dont on a besoin, que ce soit des avis de consommateurs, des horaires d'ouverture, l'emplacement ou encore le numéro de téléphone. Et bien, pour les plus jeunes, aux États-Unis, eh bien, on se rend compte qu'ils préfèrent interroger directement leur communauté sur Instagram ou TikTok. Déjà parce que leur communauté partage les mêmes goûts et intérêts, leurs recommandations en fait sont perçues comme plus fiables que les milliers d'avis sur Google qui ont été rédigés parfois par d'affreux boomers, en tout cas des inconnus qui parfois ont plus de 40 ans, en fait des dinosaures, quoi. Et de l'autre parce que sur les réseaux sociaux, en fait, ils permettent de retranscrire plus fidèlement une ambiance, une expérience qui est recherchée par les jeunes générations. Tout ça grâce à quoi? Grâce aux photos et aux vidéos. Il est alors plus simple en fait pour cette jeune génération de se projeter dans le lieu. Et en fait, ce problème il est tout sauf anodin. D'un mot des films, en fait, pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que ce problème n'est pas anodin. Parce que la recherche locale et sociale représente une énorme manne financière pour les moteurs de recherche qui font payer les établissements pour leur référencement et la redirection du trafic. Et donc la disruption que portent en creux TikTok et les autres doit être prise vraiment particulièrement au sérieux par ces acteurs-là. Merci beaucoup. C'était Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie. C'était aussi Alain Staron d'Artifil et Olivier Vallet de Docapos, le nouveau chef de file de cette alliance Choc dans le cloud 100% français. Juste après la pause, je vous fais découvrir une nouvelle application.